En passant près de la serveuse, le millionnaire s'est figé en l'entendant chanter une chanson en chinois. C'était la même que sa fille chantait avant de disparaître il y a 20 ans. Lyon, mars 2025. Les derniers rayons du soleil couchant caressèrent la façade de l'hôtel Le Majestic, joyau de la chaîne hôtelière Barbier. Antoine observait depuis son bureau du 15e étage cette ville qui avait fait sa fortune, mais qui gardait aussi ses plus douloureux secrets, à 55 ans. Antoine Barbier possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Un empire hôtelier s'étendant de Lyon à Nice, une fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros, et le respect de ses pairs dans l'industrie du luxe. Pourtant, chaque soir, quand le silence envahissait son bureau, il n'était plus qu'un père brisé, hanté par une absence qui ne cessait de grandir. 20 ans, 20 longues années depuis ce matin de mars 2005 où sa vie avait basculé. Antoine ferma les yeux et laissa les souvenirs remonter à la surface. Comme il le faisait chaque jour à la même heure, Maëlle avait 5 ans, de grands yeux noirs hérités de sa mère japonaise, et cette façon unique de chantonner des mélodies asiatiques tout en sautillant. « Papa, écoute-moi chanter Mo Lihua », lui avait-elle dit ce matin-là, ses petites mains gesticulant avec enthousiasme. Kaori souriait depuis la cuisine, fière de voir leur fille maîtriser si parfaitement les chansons traditionnelles qu'elle lui enseignait. « Plus tard, ma puce, papa doit partir au bureau. » Avait-il répondu en embrassant ses cheveux soyeux. Il ne savait pas alors que c'était la dernière fois qu'il entendrait cette voix cristalline. L'enlèvement avait eu lieu en plein jour, devant l'école privée Sainte-Marie où Maëlle étudiait. Les témoins parlaient d'une camionnette blanche, de 2 hommes cagoulés, de cris étouffés. En quelques secondes, sa petite princesse avait disparu, avalée par un cauchemar dont il ne s'était jamais réveillé. Antoine ouvrit les yeux et but une gorgée de son whisky. Le liquide ambré brûlait sa gorge, mais moins que la culpabilité qui le rongeait. Si seulement il avait insisté pour la raccompagner ce jour-là, si seulement il avait pris au sérieux les menaces anonymes reçues quelques semaines auparavant, si seulement les enquêteurs avaient remué ciel et terre, Didier Maldonado, le meilleur limier de la région, avait passé des mois à éplucher chaque piste, la rançon exigée, 2 millions d'euros, n'avait jamais été réclamée. Les ravisseurs s'étaient volatilisés avec Maëlle, laissant derrière eux un silence assourdissant. « Elle est morte, Antoine », lui avait dit le commissaire Bertrand au bout de 6 mois d'investigations infructueuses. « Il faut que tu l'acceptes. » Mais un père n'accepte jamais. Kaori non plus n'acceptait pas. Sa femme, cette délicate professeure de musique venue du Japon par amour, s'était peu à peu effondrée sous le poids de la culpabilité. « Si j'étais allée la chercher moi-même », répétait-elle en pleurant, recroquevillée dans la chambre de Maëlle qu'elle refusait qu'on touche. Le couple que formaient Antoine et Kaori avait survécu à tout, aux différences culturelles, aux regards parfois réprobateurs de certains membres de la famille Barbier, aux défis de l'éducation biculturelle de leur fille, mais ils n'avaient pas survécu à son absence. En 2007, 2 ans après la disparition, Kaori avait fait une tentative de suicide. Antoine l'avait trouvée dans leur salle de bain, le poignet entaillé, murmurant des excuses en japonais, l'hospitalisation, les thérapies, les médicaments, rien n'apaisait sa souffrance. « Je dois rentrer chez moi », lui avait-elle dit un matin, les yeux rougis mais déterminés. « Au Japon, ils pourront m'aider. Je reviendrai quand j'irai mieux. »« Antoine, je te le promets. » Elle était partie en automne 2007 avec une valise et la promesse de revenir guérie. 18 ans plus tard, elle n'était toujours pas revenue. Leurs échanges s'étaient espacés, puis avaient cessé complètement. Antoine ne lui en voulait pas. Comment reprocher à une mère de fuir un endroit où chaque pierre lui rappelait son enfant perdu? Seul dans cette immense demeure de caluire et cuir, Antoine avait choisi une autre voie, celle de l'oubli par le travail. Il avait racheté des hôtels en difficulté, les avait transformés en palaces, avait développé son empire avec une énergie féroce qui impressionnait ses concurrents. Chaque nouvelle acquisition, chaque contrat signé, chaque succès était une façon de ne pas penser à elle. Mais les soirs comme celui-ci, quand Lyon s'endormait et que les bureaux se vidaient, Maëlle revenait le hanter. Il l'imaginait grande maintenant, 25 ans, peut-être mariée, peut-être mère à son tour. Était-elle vivante quelque part? Ignorant tout de ses origines, ou reposait-elle dans une tombe anonyme depuis 20 ans, son téléphone vibra, le tirant de ses sombres pensées, un message de son assistante Claire.
Réunion annulée demain matin. L'inspection d'Annecy est maintenue à 14h. Antoine soupira. Encore une journée de routine. Encore des décisions à prendre. Encore des millions à brasser. Mais au fond, cela valait mieux que le silence de cette maison où résonnaient encore parfois les échos d'une petite voix chantant « Moli Hua ». Il termina son verre et éteignit les lumières de son bureau. Demain serait un jour comme les autres. Productif, lucratif et cruellement vide, il ne savait pas encore que ce voyage à Annecy allait tout changer. Dans sa voiture, en rentrant vers sa demeure solitaire, Antoine ne pensait qu'à une chose, cette mélodie que Maëlle fredonnait autrefois, cette chanson chinoise sur les fleurs de jasmin que Kaori lui avait apprise. Parfois, dans ses rêves, il l'entendait encore. Il ne pouvait pas savoir qu'à quelques kilomètres de là, dans un petit restaurant du centre historique d'Annecy, une jeune femme de 25 ans nommée Nina finissait son service en chantonnant distraitement cette même mélodie, sans comprendre pourquoi elle la connaissait par cœur. Le trajet vers Annecy s'étirait sous un ciel d'avril capricieux. Antoine conduisait sa Mercedes en pilote automatique. L'esprit ailleurs, comme souvent ces derniers temps, l'inspection de l'hôtel des Alpes n'était qu'une formalité. L'établissement tournait parfaitement sous la direction de Mathieu Dubois. Un ancien de l'école hôtelière de Lausanne qu'Antoine avait débauché à prix d'or. « Monsieur Barbier, tout est prêt pour votre visite. » L'accueillit Mathieu dans le hall au marbre immaculé. Les chiffres du premier trimestre sont excellents, en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Antoine hocha la tête distraitement. Les chiffres, toujours les chiffres, ils dansèrent devant ses yeux sans vraiment l'intéresser. Depuis quelques semaines, une étrange mélancolie s'était emparée de lui, peut-être l'approche du 20e anniversaire de la disparition de Maëlle. En mars dernier, l'inspection se déroula sans surprise. Chambre impeccable, personnel souriant, cuisine irréprochable. À 19h, Antoine avait terminé. Mathieu lui proposa de dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel, mais quelque chose poussa Antoine à décliner. « Je vais me promener dans le centre historique. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de découvrir Annecy. » Il flâna dans les ruelles pavées, admirant les canaux qui serpentaient entre les maisons colorées. L'air du soir portait une fraîcheur alpine qui lui rappelait les vacances d'autrefois, quand il venait ici avec Kaori et Maëlle. Sa fille adorait nourrir les cygnes du lac. C'est en cherchant un endroit pour dîner qu'il découvrit la fleur de lys. Un petit restaurant niché dans une ruelle médiévale. L'endroit avait du charme avec ses poutres apparentes et ses nappes à carreaux. Rien à voir avec le luxe de ses propres établissements, mais une authenticité qui le séduisit immédiatement. « Bonsoir, vous désirez une table ?» lui demanda une jeune femme brune en tablier blanc. Antoine acquiesça et la suivit vers une table près de la fenêtre. Il commanda un coq au vin et un verre de Côte-du-Rhône, puis se laissa bercer par l'atmosphère feutrée du lieu. Quelques couples dînaient en tête-à-tête. Une famille avec des enfants riait près de la cheminée, la normalité incarnée. C'est alors qu'elle commença à chanter. La mélodie s'éleva doucement, presque imperceptiblement. D'abord, Antoine crut que c'était la radio, puis il réalisa que la voix venait de la salle, quelque part derrière lui, une voix féminine, pure et mélancolique, qui chantonnait distraitement en chinois « Moli Hua, Man Yuan Xiang Kimi Ruta ». Le sang d'Antoine se glaça. Cette chanson, cette façon de la chanter, avec ses ornements subtils, ses inflexions particulières. Non, c'était impossible. Il se retourna lentement. Une jeune femme de 25 ans environ débarrassait une table, tout en fredonnant Moli Hua, comme Kaori l'avait enseigné à Maëlle. Cheveux bruns tirés en chignon, traits délicats, une grâce naturelle dans ses gestes. Mais surtout, cette voix, cette maudite voix qui ressuscitait 20 ans de souvenirs enfouis. Antoine tremblait. Ses mains se crispèrent sur sa serviette. Ce n'était qu'une coïncidence. Forcément, des milliers de gens connaissaient cette chanson populaire chinoise. Pourtant, l'interprétation était si fidèle à celle de sa fille, la jeune femme s'approcha de sa table pour remplir son verre d'eau. De près, Antoine remarqua ses yeux noirs expressifs. Ses gestes précis, cette façon qu'elle avait de pencher légèrement la tête en souriant. Un détail le frappa. Une fine cicatrice près de la tempe gauche, presque invisible. « Tout va bien, monsieur. Vous semblez troublé. » Sa voix était douce, avec un léger accent qu'Antoine n'arrivait pas à identifier. Pas vraiment parisien, pas tout à fait savoyard non plus. Cette chanson que vous chantiez, Moli Hua, où l'avez-vous apprise?
La jeune femme, Nina, d'après son badge, parut surprise par la question. « Je ne sais pas vraiment, je la connais depuis toujours, je crois. Désolée si cela vous dérange. J'ai tendance à chantonner sans m'en rendre compte. Non, non, au contraire. C'est très joli, vous chantez souvent. » Nina haussa les épaules avec un sourire timide. Dans les bars, parfois, pour arrondir les fins de mois, j'aime bien les mélodies asiatiques. Elles me viennent naturellement. Antoine but une gorgée de vin pour masquer son trouble. Cette jeune femme ne pouvait pas être... Non, c'était ridicule. Maëlle était morte depuis longtemps. Ou alors, elle avait grandi quelque part, ignorant tout de ses origines. Et puis, l'âge ne correspondait pas parfaitement. Pourtant, une voix intérieure lui soufflait de ne pas laisser passer cette rencontre. Après le dîner, il traîna au restaurant jusqu'à la fermeture, observant Nina travailler. Elle était efficace, souriante avec les clients, mais il y avait en elle quelque chose de mélancolique, comme une tristesse cachée. « Vous habitez Annecy depuis longtemps ?» finit-il par lui demander en réglant l'addition. « 2 ans environ, je viens de Lyon à l'origine. Enfin, je crois, c'est compliqué. » Compliqué. Nina hésita, puis haussa les épaules. « J'ai été adoptée très jeune. Je ne me souviens pas grand-chose de ma petite enfance. » Le cœur d'Antoine manqua un battement. Il sortit de sa poche une carte de visite. « Je suis dans l'hôtellerie. Si jamais vous cherchez du travail à Lyon, n'hésitez pas à m'appeler. » Nina regarda la carte avec curiosité. « Antoine Barbier, les hôtels Barbier, vous êtes le patron, en quelque sorte. Pourquoi vous intéressez-vous à moi ? Je ne suis qu'une serveuse qui chante parfois. » Antoine chercha ses mots. « Comment expliquer sans paraître fou ? Votre voix m'a touché. J'avais une fille qui chantait comme vous. Elle a disparu il y a longtemps. » Nina le regarda avec compassion. « Je suis désolée, ça a dû être terrible. » « Ça l'est toujours. » Il y eut un silence. Puis Nina glissa la carte dans sa poche. « Merci pour la proposition, je vais y réfléchir. » Sur le chemin du retour vers Lyon, Antoine ne parvenait pas à chasser l'image de Nina de son esprit, cette ressemblance troublante, cette façon de chanter, ces coïncidences. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Arrivé chez lui, il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Didier, c'est Antoine Barbier. J'ai besoin de toi. » Didier Maldonado, aujourd'hui à la retraite mais toujours aussi perspicace à 68 ans, écouta attentivement le récit de son ancien client. « Tu crois vraiment que cette fille pourrait être... » « Je ne sais pas, Didier, mais je dois savoir. Peux-tu faire quelques recherches discrètes ?» Un soupir au bout du fil. « Antoine, ça fait 20 ans. Tu as déjà eu des faux espoirs par le passé. Cette fois, c'est différent. Cette chanson, cette façon de la chanter, c'était exactement comme Maëlle. D'accord. Donne-moi son nom complet et je vois ce que je peux trouver. » Après avoir raccroché, Antoine resta longtemps assis dans son bureau, le regard perdu vers les lumières de Lyon. Pour la première fois depuis des années, quelque chose ressemblait à de l'espoir. Germait dans son cœur brisé, Nina Dubois. C'était le nom qu'elle portait officiellement. Referma la porte de son petit studio rue Carnot et s'effondra sur son canapé défraîchi. La soirée au restaurant avait été étrange. Ce client distingué qu'il avait observé avec une intensité troublante. Ses questions sur sa chanson, cette carte de visite qu'elle tournait maintenant entre ses doigts, 25 ans, et toujours cette sensation de flotter entre 2 mondes, Nina porta machinalement la main à son poignet gauche, caressant la fine pulséra de jade qu'elle n'enlevait jamais. Ses seuls vrais souvenirs d'enfance étaient liés à ce bracelet et aux mélodies qui surgissèrent parfois dans sa tête, sans qu'elle sache d'où elles venaient. Les premiers souvenirs nets dataient de ses 6 ans, quand Agnès Moreau l'avait trouvé errant dans les rues du centre historique de Rouen. Par un matin glacé de mars 2006, l'assistante sociale lui avait souvent raconté cette rencontre. Une petite fille aux cheveux emmêlés, tenant fermement son bracelet, incapable de dire son nom, mais fredonnant des chansons dans une langue inconnue. « Tu étais comme un petit oiseau tombé du nid », lui disait Agnès avec tendresse. Terrorisée, mais avec quelque chose de farouche dans le regard, tu ne parlais presque pas les premiers temps. Nina avait passé 12 ans à la maison Saint-Joseph, un orphelinat tenu par des religieuses bienveillantes. Sœur Marie-Claire, la directrice, avait tenté de retrouver sa famille, mais sans succès. Aucune déclaration de disparition ne correspondait à son profil, comme si elle avait surgi de nulle part. L'amnésia partielle dont elle souffrait frustrait tout le monde. Elle se souvenait de fragments,
Une voix féminine chantant des berceuses, l'odeur du jasmin, la sensation d'être portée par des bras forts, mais impossible de reconstituer un puzzle cohérent de sa petite enfance, ce qui troublerait toujours les éducateurs. C'était son don musical inexplicable. Nina connaissait par cœur des dizaines de mélodies asiatiques, chinoises, japonaises, coréennes, qu'elle chantait avec une perfection déconcertante. Quand on lui demandait où elle les avait apprises, elle haussait les épaules. « Je les ai toujours sues, à l'adolescence. » Ce talent lui avait valu une certaine popularité. Les autres pensionnaires l'admiraient, les sœurs l'encourageaient à chanter lors des messes et des fêtes. Mais Nina gardait une distance prudente avec les autres. La méfiance était devenue sa seconde nature. « Tu as un don, mon enfant », lui répétait sœur Marie-Claire. « Ces chansons sont peut-être le lien avec ton passé. Ne les oublie jamais. » Nina n'oubliait rien. Chaque mélodie était gravée dans son cœur comme une clé vers un mystère qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Moliua, surtout, la bouleversait. Quand elle la chantait, des images floues dansaient devant ses yeux. Un piano blanc, des mains délicates sur les touches, une voix douce qui corrigeait sa prononciation chinoise. À 18 ans, elle avait quitté l'orphelinat avec un petit pécule et une détermination farouche. Rouen l'oppressait avec ses souvenirs fragmentés. Elle voulait découvrir le monde, peut-être y trouver des réponses. Les premières années avaient été difficiles. Serveuse à Caen, puis à Tours, ensuite à Bordeaux. Elle chantait dans les bars le soir pour compléter ses revenus, toujours les mêmes mélodies asiatiques qui fascinaient le public, mais chaque ville la laissait insatisfaite, comme si elle cherchait quelque chose sans savoir quoi. Lyon l'avait attirée 2 ans plus tôt, une grande ville où se perdre, où recommencer. Elle avait trouvé ce studio près de la Part-Dieu, un travail de serveuse dans plusieurs établissements. Annecy n'était qu'un job temporaire. Le temps d'économiser pour s'installer définitivement, Nina se leva et ouvrit son petit frigo, un yaourt périmé, 2 pommes et une bouteille d'eau, son quotidien depuis toujours. La survie, elle avait appris à ne compter que sur elle-même, à ne faire confiance à personne. Les hommes qui s'intéressaient à elle finissaient toujours par disparaître quand ils comprenaient qu'elle ne livrerait jamais ses secrets, parce qu'elle en avait des secrets, des flashbacks qui la réveillaient certaines nuits, des cris, une course éperdue dans la forêt, la sensation d'être poursuivie, des cauchemars où elle était une petite fille apeurée, cachée dans l'obscurité. Elle n'en parlait à personne. Le sommeil la fuyait. Nina s'installa près de la fenêtre avec sa guitare, un instrument d'occasion acheté à Tours. Ses doigts trouvèrent naturellement les accords de Moliwa. Cette mélodie la calmait toujours, comme si elle puisait en elle une force mystérieuse. En chantant, elle repensa à ce client étrange, Antoine Barbier. Pourquoi avait-il eu cette expression douloureuse en l'entendant? Il avait parlé d'une fille disparue. Nina connaissait cette souffrance dans le regard des autres. Elle l'avait vue chez Agnès quand elle évoquait ses propres enfants qu'elle n'avait jamais eus, chez sœur Marie-Claire quand elle priait pour les orphelins. Mais il y avait autre chose chez cet homme, une reconnaissance presque. Comme s'il la connaissait, Nina posa sa guitare et sortit la carte de visite. Hôtel Barbier, groupe de luxe. Elle avait entendu parler de cette chaîne, évidemment, qui n'avait pas rêvé de travailler dans le luxe plutôt que de servir des plats du jour dans des bistrots. Pourtant, quelque chose la mettait en garde. Cette offre tombait trop bien. Cet intérêt soudain pour son talent, dans son expérience, quand les choses semblaient trop belles. Elle cachait généralement un piège. Son téléphone vibra. Un message de Marco, le patron de la Fleur de Lys. Planning de la semaine prochaine en pièces jointes. Merci pour ce soir. Les clients t'ont adoré. Nina sourit tristement. Les clients l'adoraient toujours. Sa voix, sa musique, son côté mystérieux. Mais personne ne s'intéressait vraiment à elle, à la femme derrière la chanteuse. Personne ne cherchait à percer ses silences, à comprendre sa mélancolie. Elle se dirigea vers la salle de bain pour se préparer à dormir. Dans le miroir, son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme aux traits délicats, aux yeux sombres empreints d'une tristesse ancienne. Cette fine cicatrice près de la tempe. Souvenir d'elle ne savait quoi. Son passé s'arrêtait à cette frontière floue de ses 6 ans. Avant de se coucher, Nina ouvrit le petit coffret en bois où elle gardait ses rares souvenirs. Le bracelet de jade y trônait quand elle ne le portait pas, accompagné de quelques photos de l'orphelinat et d'une lettre d'Agnès. Au fond, une feuille froissée sur laquelle elle avait noté, année après année, tous les fragments de souvenirs qui lui revenaient,
une voix qui chante en japonais, l'odeur des fleurs, une grande maison avec un escalier en bois, des mains qui me portent. La peur, toujours la peur. Nina referma le coffret. Demain, elle retournerait servir à Annecy, comme tous les jours depuis des mois. Mais cette rencontre avec Antoine Barbier avait réveillé quelque chose en elle. Une curiosité dangereuse, peut-être, mais aussi un espoir fragile qu'elle croyait mort depuis longtemps, quelque part dans son cœur meurtri. Une petite voix lui chuchotait que sa vraie vie était peut-être sur le point de commencer. Cette pensée l'effraya autant qu'elle l'exalta. Dans le silence de la nuit lyonnaise, Nina s'endormit en serrant son bracelet de jade, sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, un père désespéré scrutait une photo vieille de 20 ans, où une petite fille aux yeux noirs portait exactement le même bijou. Didier Maldonado poussa la porte de son ancien bureau, désormais transformé en salon de lecture depuis sa retraite, à 68 ans. L'ex-commissaire gardait l'œil vif et l'instinct aiguisé qui avait fait sa réputation. L'appel d'Antoine l'avait troublé plus qu'il ne voulait l'admettre. 20 ans après l'affaire Barbier, Didier n'avait jamais vraiment tourné la page. Ce dossier restait sa plus grande frustration professionnelle. Une petite fille de 5 ans volatilisée sans laisser de traces. Des ravisseurs évaporés dans la nature. Des pistes qui menaient nulle part. Le genre d'enquête qui hante un flic jusqu'à sa mort. Il ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Nina Dubois, née le 15 mars 2000 à Rouen selon l'état civil. Mais Didier savait que les papiers pouvaient mentir. Surtout pour les enfants trouvés. Premier élément troublant, la date de naissance officielle, si cette Nina était vraiment Maëlle Barbier. Elle serait née le 8 mars 2000, soit seulement une semaine d'écart. Les services sociaux avaient pu approximer lors de l'établissement des documents. Il fouilla dans les archives numériques de la police nationale. L'affaire était classée, mais les dossiers restaient accessibles. Il retrouva le rapport de mars 2006. Enfant trouvé errante à Rouen, âge estimé 5-6 ans, amnésie partielle, origine inconnue. Le sang de Didier ne fit qu'un tour. Mars 2006, exactement 1 an après la disparition de Maëlle, et l'âge correspondait parfaitement. Il appela immédiatement Antoine. « J'ai du nouveau. Pas bon signe pour ton repos. »« Mon vieux ?» Antoine décrocha à la première sonnerie. « Dis-moi tout. Ta Nina a été trouvée à Rouen en mars 2006, 1 an jour pour jour après l'enlèvement de Maëlle. L'âge colle, les circonstances sont étranges, mais ce ne sont que des coïncidences pour l'instant. » Un silence au bout du fil. « Antoine, tu es là. »« Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » ?»« Je continue les recherches. Mais toi, tu restes prudent. Pas de contact direct tant qu'on n'en sait pas plus. » Antoine raccrocha, le cœur battant. Ces coïncidences ne pouvaient pas être fortuites. Il fallait qu'il en apprenne davantage sur Nina. Mais comment s'y prendre sans éveiller ses soupçons ? 3 jours plus tard, il retourna à Annecy sous prétexte d'une seconde inspection. Cette fois, il se rendit directement à la Fleur de Lys pour le déjeuner. Nina l'accueillit avec un sourire poli mais distant. « Rebonjour, monsieur Barbier, vous avez réfléchi à ma proposition ?»« Justement. »« Oui, mais j'aimerais d'abord vous entendre chanter de nouveau, histoire de m'assurer que je ne me trompe pas sur votre potentiel. » Nina hésita. « Ici, maintenant. Pourquoi pas, juste une chanson. » Elle regarda autour d'elle. Le restaurant était presque vide. Seuls quelques clients s'attardaient encore. « D'accord. Mais après, je reprends mon service. » Elle s'éclaircit la voix et commença Molihua. Antoine ferma les yeux, laissant la mélodie le transporter. C'était exactement cela. L'intonation de Kaori, les ornements que sa femme enseignait à Maëlle, cette façon particulière de faire vibrer certaines notes. Quand elle eut terminé, il ouvrit les yeux et la regarda intensément. « Où avez-vous appris à chanter comme ça ? » ?»« Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Ça me vient naturellement. » Antoine remarqua qu'elle portait son bracelet de jade. Son cœur s'emballa. Il connaissait ce bijou. Kaori en possédait un identique, qu'elle avait offert à Maëlle pour ses 4 ans. Joli bracelet, il a une histoire. Nina baissa instinctivement les yeux vers son poignet. C'est tout ce qui me reste d'avant, je l'ai toujours eu. Il vous va très bien. Il y eut un silence gêné, puis Antoine sortit sa carte de crédit. Écoutez, Nina, mon offre tient toujours. Je cherche quelqu'un comme vous pour animer les soirées musicales de mes hôtels. Vous seriez intéressé par des cours particuliers, pour perfectionner votre technique, développer votre répertoire. Nina fronça les sourcils. Des cours particuliers, chez vous, dans ma propriété de Lyon.
Oui, j'ai un studio de musique, un professeur viendrait vous donner des leçons. En échange, vous chanteriez dans mes établissements, le salaire serait confortable. Il sortit un chèque et griffonna un montant. Nina écarquilla les yeux. 3 000 € par mois, pour chanter, pour apprendre d'abord, chanter ensuite. Qu'est-ce que vous en dites ? Nina tourna et retourna le chèque entre ses doigts. Cette somme représentait 3 fois son salaire actuel. Pourquoi moi ? Vous ne me connaissez même pas. Antoine choisit soigneusement ses mots. Vous me rappelez quelqu'un de cher à mon cœur, votre voix, votre façon de chanter. C'est un cadeau que vous avez. Il serait dommage de le gâcher. Et si je ne suis pas à la hauteur ? Impossible, j'en suis certain. Nina hésita encore. L'offre était alléchante, mais quelque chose clochait. Pourquoi cet homme s'intéressait-il tant à elle ? Elle avait appris à se méfier des propositions trop belles. Je peux réfléchir. Bien sûr, prenez votre temps. Antoine laissa ses coordonnées et quitta le restaurant. Dans sa voiture, il appela immédiatement Didier. Du nouveau. Oui, et tu ne vas pas en croire tes oreilles. J'ai épluché le dossier médical de la petite trouvée à Rouen, description physique, cheveux bruns, yeux noirs, une cicatrice récente près de la tempe gauche. Nina a une cicatrice à cet endroit. Attends, ce n'est pas tout. Le rapport médical mentionne aussi une marque de naissance particulière. Un petit grain de beauté en forme de cœur sur le poignet gauche. Antoine sentit ses jambes se dérober. Tu es sûr ? Certain. Maëlle avait la même marque. Tu te souviens ? Kaori disait que c'était son petit cœur porte-bonheur. Antoine se souvenait parfaitement. Cette petite tache brune sur le poignet de sa fille, qu'elle cachait parfois sous ses bracelets. Kaori l'embrassait souvent en disant « Ton petit cœur magique, ma chérie. Il faut que je vérifie si Nina l'a aussi. Comment comptes-tu t'y prendre ? Elle a accepté mes cours de chant. Si elle vient chez moi, j'aurai l'occasion de vérifier. Antoine, fais attention. Si c'est vraiment elle, imagine le choc. Et si ce n'est pas elle, tu vas souffrir encore plus. » Mais Antoine n'écoutait plus, dans son cœur. Il savait déjà cette voix, ce bracelet, ces coïncidences. Nina était Maëlle. Sa petite fille était vivante, à quelques kilomètres de lui, et elle ne se souvenait de rien. Le soir même, Nina rappela « Monsieur Barbier, j'ai réfléchi à votre proposition, j'accepte. Formidable. Vous pouvez commencer quand ? Je dois donner mon préavis ici, disons, dans 1 semaine. Parfait. Je vous envoie l'adresse. Et Nina, merci. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. » Après avoir accroché, Nina resta pensive. Quelque chose dans la voix de cet homme l'avait émue, une vulnérabilité qu'il tentait de cacher. Peut-être avait-elle eu tort de se méfier. Peut-être était-ce enfin sa chance de sortir de la précarité. Elle ne pouvait pas savoir qu'en acceptant cette offre, elle venait de faire le premier pas vers la vérité sur son passé. Une vérité qui allait bouleverser 2 vies à jamais. Dans son pavillon de banlieue à Villeurbanne, Josiane Zamora Barbier tournait en rond comme un fauve en cage. Depuis 3 jours, elle n'arrivait plus à dormir. Son mari Philippe, avocat conservateur de 60 ans, ronflait paisiblement dans leur lit conjugal. Ignorant le tourment qui rongeait sa femme, Josiane avait 52 ans et portait le poids de 20 années de culpabilité. Officiellement, elle était coordinatrice pédagogique à la retraite, mère de 2 fils adultes qui vivaient à Paris, épouse respectable d'un notable lyonnais. Officieusement, elle était la femme qui avait détruit sa propre famille par jalousie et orgueil. Le cauchemar avait commencé en 2005. Antoine, son frère aîné de 3 ans, avait tout ce qu'elle désirait, le succès, l'argent, et surtout, cette reconnaissance paternelle qu'elle n'avait jamais obtenue. Leur père, Henri Barbier, patriarche traditionnel de la bourgeoisie lyonnaise, vouait une admiration sans borne à son fils héritier. Mais ce qui révoltait le plus Josiane, c'était le mariage d'Antoine avec Kaori Okamoto. Cette étrangère, comme elle l'appelait en privé, avait non seulement conquis son frère, mais aussi le cœur du vieux Henri, l'homme qui avait élevé ses enfants dans le culte de la tradition française, acceptait soudain une belle fille japonaise et sa petite fille métisse avec une tendresse qui brisait le cœur de Josiane. « Papa n'a jamais été aussi affectueux avec mes garçons », se plaignait-elle à Philippe. Cette gamine asiatique l'a ensorcelée, comme elle a ensorcelé Antoine. Philippe, dans sa sagesse d'avocat, tentait de la raisonner. « Josiane, la jalousie te rend aveugle. Maëlle est adorable.
Et Kaori est une femme cultivée. Ton père a simplement trouvé le bonheur d'être grand-père. » Mais Josiane ne voulait rien entendre. Son ressentiment grandissait chaque jour, nourri par les réunions de famille où Maëlle monopolisait l'attention, par les regards attendris du patriarche quand la petite chantait ses mélodies japonaises, par la fierté évidente d'Antoine. En 2005, le destin lui avait offert une opportunité terrible. Coordinatrice pédagogique à l'école Sainte-Marie depuis 10 ans, Josiane connaissait parfaitement les horaires et habitudes de sa nièce. Elle savait que Kaori venait la chercher tous les jours à 16h30, sauf le mardi où la petite restait à l'étude, jusqu'à 18h. C'est un mardi de mars qu'elle avait pris contact avec Paolo Santini. Un homme aux relations douteuses qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de parents d'élèves. Paolo dirigeait une petite entreprise de transport, mais chacun savait qu'il avait des accointances avec le milieu corse. « Je veux juste faire peur à mon frère », avait-elle expliqué lors de leur première rencontre dans un café de la Croix-Rousse. Un enlèvement fictif, quelques jours de stress, et il divorcera de cette japonaise, je paierai bien. Paolo l'avait regardée avec un sourire en coin. « Ma belle, ces choses-là, ça ne se passe jamais comme prévu. Vous êtes sûre de vouloir aller jusque-là. Certaines, 50 000 € si vous me débarrassez de cette famille. » Les événements avaient rapidement échappé à son contrôle. Paolo avait confié l'opération à ses cousins Marc et Tony Santini, deux petites frappes sans scrupules qui voyaient dans l'enlèvement d'une enfant de riche une occasion en or. Le jour J, tout s'était déroulé comme prévu. Josiane avait fourni les informations nécessaires, l'heure de sortie, le trajet habituel. L'absence de surveillance, les frères Santini avaient intercepté Maëlle à la sortie de l'école, l'avaient fait monter dans leur camionnette, sous prétexte que tonton Antoine les envoyait, mais au lieu de la garder quelques jours comme convenu, les Santini avaient vu plus loin. Une fillette de bonne famille. Ça pouvait rapporter gros sur certains marchés. Ils avaient contacté Enzo Masseria, chef d'un réseau de trafiquants opérant entre la Corse et l'Italie. Quand Josiane avait compris que les ravisseurs ne comptaient pas négocier de rançon, la panique l'avait saisie. Elle avait tenté de joindre Paolo, puis directement les frères Santini. Trop tard, Maëlle avait déjà été transférée vers une planque dans les montagnes de Haute-Savoie, en attendant d'être expédiée vers l'Italie. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» avait-elle hurlé au téléphone. « Je voulais juste effrayer mon frère, pas... »« Pas quoi ?» avait ricané Marc Santini. « On fait du business, madame la bourgeoise. La gamine vaut plus que vos 50 000. » Josiane avait raccroché, terrorisée par les conséquences de ses actes. Elle avait songé à tout avouer à Antoine, à la police, mais la lâcheté l'avait emportée. Comment expliquer sa trahison? Comment regarder son frère en face? Le destin avait finalement joué en sa faveur. En juin 2005, une opération policière contre le réseau Masseria avait mal tourné. Lors de la fusillade, Maëlle avait réussi à s'échapper de la planque et à courir dans la forêt. Les Santini, abattus pendant l'assaut, avaient emporté leur secret dans la tombe. La petite fille traumatisée avait erré 3 jours dans les bois avant d'être recueillie par un routier qui l'avait conduite aux autorités de Rouen, où il livrait sa cargaison. L'amnésia causée par le choc avait effacé ses souvenirs, lui offrant une nouvelle identité. Pendant 20 ans, Josiane avait vécu avec ce secret. Elle avait assisté aux funérailles symboliques de Maëlle, consolé Antoine dans son désespoir, pleuré avec lui la disparition de la fillette. Chaque larme était sincère, chaque regret authentique, mais jamais elle n'avait trouvé le courage d'avouer. Le retour de Nina dans la vie d'Antoine bouleversait tout. Josiane avait d'abord cru à une coïncidence quand son frère lui avait parlé de cette chanteuse qui lui rappelait Maëlle. Mais l'insistance d'Antoine, ses visites répétées à Annecy, cette obsession soudaine pour cet inconnu, son instinct de femme coupable l'alertait. Elle avait décidé de mener sa propre enquête. Quelques recherches sur Internet, un appel à une ancienne collègue de Rouen, et les pièces du puzzle s'étaient assemblées. Nina Dubois, trouvée en mars 2006, âge correspondant, amnésie partielle, tout concordait. « Mon Dieu !» avait-elle murmuré en raccrochant. Maëlle est vivante. La joie du retour de sa nièce se mêlait à la terreur d'être démasquée. Si Nina récupérait la mémoire, si Antoine découvrait la vérité, Josiane imaginait déjà sa vie détruite, sa réputation anéantie, ses fils la reniant, Philippe demandant le divorce. Elle observait maintenant son frère avec une angoisse grandissante. Antoine rayonnait d'un bonheur qu'elle ne lui avait pas vu depuis 20 ans. Il parlait de Nina avec une tendresse paternelle évidente,
organisait des cours de chant, préparait une grande présentation. Il va l'annoncer au monde entier, pensa Josiane avec effroi. Il va dire à tous que sa fille est revenue. Et quand Nina récupérerait ses souvenirs, car elle les récupérerait forcément, la vérité éclaterait. Josiane serait démasquée, jugée, condamnée. Sa vie paisible de notable lyonnaise s'effondrerait comme un château de cartes. Il fallait agir. Mais comment? Éliminer Nina était impensable. Ou peut-être pas. Après tout, elle avait déjà franchi une ligne 20 ans plus tôt. Une seconde transgression serait-elle si difficile? Dans l'obscurité de sa chambre, Josiane Zamora contemplait l'abîme qui s'ouvrait devant elle. Le passé revenait la hanter, et cette fois, elle ne pourrait plus se cacher derrière le silence. La demeure d'Antoine à Caluire et Cuire se dressait majestueuse dans son écrin de verdure. Nina gara sa vieille Clio devant le portail en fer forgé. Impressionnée malgré elle par l'élégance de la propriété, 3 étages de pierre blonde, des fenêtres à meneaux, un parc soigneusement entretenu, c'était un autre monde que celui des studios miteux et des restaurants de quartier. Mademoiselle Dubois, un homme en costume sombre s'approcha. « Monsieur Barbier vous attend. Je suis François, le majordome. » Nina le suivit à travers un hall d'entrée aux dimensions impressionnantes. Le grand escalier en bois qu'elle aperçut lui donna un étrange frisson. Cette forme, cette couleur, elle avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. « Nina, vous avez trouvé facilement. » Antoine descendait les marches avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer sa nervosité. Il portait un pull en cachemire bleu marine et un pantalon de toile beige, élégant sans ostentation. « Votre maison est magnifique, » dit Nina en regardant autour d'elle. « Merci, elle est dans la famille depuis 3 générations. Venez, je vais vous faire visiter avant de vous présenter votre professeur. » Ils traversèrent un salon aux meubles anciens, une bibliothèque au rayonnage chargé, une salle à manger où trônait un piano à queue blanc. Nina s'arrêta net devant l'instrument. « Il est splendide. Il appartenait à Ma. Il appartenait à quelqu'un de cher. Vous jouez. » « Un peu. J'ai appris sur le vieux piano de l'orphelinat. » Antoine s'approcha et souleva le couvercle du clavier. « Essayez-le. » Nina s'installa sur le tabouret, ses doigts effleurant les touches d'ivoire. Instinctivement, elle commença à jouer l'accompagnement de Molihua. La mélodie familière emplit la pièce, et soudain, des images confuses assaillirent son esprit, des mains fines sur ce même clavier, une voix douce qui corrigeait sa position. « Regarde, Maëlle, comme ça !» L'odeur subtile d'un parfum floral. Nina s'arrêta brutalement, le souffle court. « Ça va, vous êtes pâle. J'ai eu comme un vertige, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà joué sur ce piano. » Antoine sentit son cœur s'emballer. Il s'efforça de garder un ton détaché. « C'est un Steinway de 1985. Il y en a beaucoup en France. Vous avez peut-être joué sur un modèle similaire. » Mais Nina fronçait les sourcils, troublée. « Non, ce n'est pas ça. C'est plus précis. Cette odeur dans la pièce, cette lumière, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Vous voulez qu'on fasse une pause? On peut reporter la leçon. » « Non, ça va aller. » Antoine la conduisit vers le studio qu'il avait fait aménager au premier étage. La pièce était insonorisée, équipée d'un matériel professionnel et d'un second piano numérique. Isabelle Moreau, professeure de chant réputée, les attendait avec un sourire chaleureux. « Alors, c'est vous la mystérieuse chanteuse dont m'a parlé Monsieur Barbier ?» Pendant l'heure qui suivit, Nina se laissa guider par les exercices d'Isabelle. Sa voix naturellement juste s'améliorait à vue d'œil. Antoine l'observait depuis le fond de la pièce, bouleversé par cette grâce qu'il reconnaissait, ces gestes qu'il avait vus 1000 fois chez sa fille. « Votre technique est intuitive, » commenta Isabelle. « On sent que vous avez été formée très jeune. Même si vous ne vous en souvenez pas. C'est ce que me disaient les sœurs de l'orphelinat, selon elles. J'avais dû apprendre avant mon arrivée chez elles. » Antoine ne perdait pas une miette de la conversation. Chaque détail était une pièce supplémentaire du puzzle qui se reconstituait dans son cœur. À la fin de la leçon, il raccompagna Nina vers sa voiture. Elle semblait pensive, troublée par cette première visite. « La maison vous plaît ? » ?»« Oui, mais c'est étrange. Tout me semble familier, cette allée, ces arbres, même l'odeur du jardin. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ici. » Antoine prit une profonde inspiration. Le moment était venu de vérifier ce que Didier avait découvert. « Nina, puis-je vous poser une question indiscrète ?
Vous avez une marque de naissance quelque part ?» Elle le regarda avec surprise. « Pourquoi cette question ? Simple curiosité ? Ma fille en avait une très particulière. » Nina hésita, puis remonta la manche de son pull, dévoilant son poignet gauche. Là, juste sous son bracelet de jade, se dessinait une petite tache brune en forme de cœur. Antoine faillit s'effondrer. C'était exactement la même que celle de Maëlle, exactement au même endroit, avec la même forme caractéristique. « Jolie !» parvint-il à articuler d'une voix étranglée. « Ma mère adoptive disait que c'était mon petit cœur porte-bonheur. » Les mots de Kaori, exactement. Antoine dut s'appuyer contre la voiture pour ne pas vaciller. « Monsieur Barbier, vous allez bien ?»« Oui, oui, juste une petite fatigue. » Nina le regarda avec inquiétude. « Vous savez, depuis que je suis ici, j'ai des flashbacks étranges, des images de cette maison, de ce piano. C'est comme si mon cerveau reconnaissait des endroits que je n'ai jamais vus. Peut-être devriez-vous consulter un spécialiste. Les souvenirs refoulés peuvent parfois refaire surface. » « Vous croyez ?» Antoine acquiesça. Le cœur battant, il fallait qu'il sache. Qu'il en ait la certitude absolue. Cette soirée même, il ferait faire le test ADN. Didier avait gardé des contacts au laboratoire de police scientifique. Nina monta dans sa voiture, encore troublée par cette première visite. En redescendant vers Lyon, elle ne cessait de penser à cette maison, à ce piano, à cet homme qui la regardait avec une intensité troublante. Des fragments de souvenirs continuaient de l'assaillir. Un grand escalier en bois, une chambre avec des jouets, une voix qui chantait des berceuses japonaises. Plus troublante encore, elle avait l'étrange certitude que cette voix lui avait dit Maëlle et non Nina. Ce soir-là, dans son studio, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle ressortit son petit coffret de souvenirs et examina son bracelet de jade sous la lampe. Les caractères chinois gravés dans la pierre lui semblaient soudain familiers, comme si elle en avait connu la signification autrefois. Au même moment, Antoine attendait dans son bureau l'appel de Didier, le verre d'eau que Nina avait bu, la serviette qu'elle avait utilisée pour s'essuyer les mains. Le vieux limier avait discrètement récupéré des échantillons ADN. Le téléphone sonna à minuit pile. « Antoine, c'est confirmé. Les analyses ne mentent pas. » Antoine ferma les yeux, submergé par une émotion indescriptible. « Tu en es certain ? À 99,9%, Nina Dubois est ta fille. Antoine. » Maëlle est revenue. Après avoir raccroché, Antoine resta longtemps assis dans l'obscurité de son bureau. 20 ans d'attente, de souffrance, d'espoir brisé. Et voilà que sa petite fille lui était rendue, adulte, amnésique, mais vivante. Les larmes coulaient sur ses joues, mélange de joie et de douleur. Maëlle était là, à quelques kilomètres, ignorant tout de son identité. Comment allait-il lui annoncer la vérité ? Comment rattraper 20 années perdues ? Une chose était sûre, il ne la laisserait plus jamais partir. Quoi qu'il lui en coûte, il protégerait sa fille et l'aiderait à retrouver sa mémoire. Le long chemin de la reconstruction familiale pouvait enfin commencer. Dans la nuit lyonnaise, un père et sa fille dormaient sous le même ciel. Séparés par l'amnésie mais réunis par un amour que le temps n'avait jamais altéré, le bureau de Didier Maldonado ressemblait à celui d'un détective de roman noir, piles de dossiers, photos d'enquête épinglées au mur, et cette odeur persistante de tabac froid, malgré ses 3 années d'arrêt. L'ancien commissaire étala devant Antoine une série de documents qui allaient changer le cours de l'histoire. « J'ai mis 6 mois, mais j'ai enfin la preuve irréfutable », annonça Didier en ajustant ses lunettes. « Ta sœur Josiane était bien plus qu'une simple employée de l'école Sainte-Marie. » Antoine se pencha sur les photocopies. Relevés bancaires, factures téléphoniques, témoignages, un dossier minutieusement constitué qui révélait l'impensable. Regarde ces virements. Mars 2005, 50 000 € sortent du compte épargne de Josiane. Destination, un compte offshore géré par Paolo Santini. Paolo Santini, patron d'une société de transport, mais surtout intermédiaire avec le milieu corse. Mort dans un règlement de compte en 2007, mais j'ai retrouvé son carnet d'adresses. Didier sortit une feuille jaunie par le temps. Ton nom y figure, Antoine. Avec mention fille 5 ans, école Sainte-Marie, contact J, Barbier, Antoine sentit le sang se retirer de son visage. Sa propre sœur, la coordinatrice pédagogique qui connaissait les horaires de Maëlle, qui avait accès à tous les renseignements, ce n'est pas tout, continua Didier implacablement. J'ai retrouvé un ancien complice des frères Santini. Il purge une peine à Fresnes pour trafic de drogue, en échange d'une remise de peine.
Il a accepté de témoigner. Il posa un enregistrement sur la table. « Écoute ça. » La voix éraillée de Gérard Molina emplit la pièce. « Ouais, je me souviens de cette affaire. Les jumeaux Santini, Marc et Tony, ils avaient parlé d'un job facile. Une bourgeoise qui voulait foutre la trouille à son frangin. Mais les cons, ils ont vu plus grand. Au lieu de rendre la gamine après quelques jours, ils l'ont refilée à Masseria pour son réseau italien. » Antoine ferma les yeux, la nausée le gagnant. « Continue, » murmura-t-il. « Masseria, il avait une planque dans les Alpes, près de Chamonix. C'est là qu'ils gardèrent les marchandises, avant l'expédition. Mais en juin 2005, les flics ont débarqué. Fusillade. Tout le monde mort, sauf la petite qui s'est barrée dans la forêt. L'enregistrement s'arrêta. Didier regarda son ami avec compassion. « Antoine, je sais que c'est dur à encaisser. Mais Josiane, cette salope a vendu sa propre nièce. » La colère d'Antoine explosa d'un coup. 20 ans de douleur, de culpabilité, de recherche vaine. Et sa sœur savait tout depuis le début. Où est-elle maintenant? Chez elle, à Villeurbanne. Mais Antoine, ne fais pas de bêtises. On a les preuves. On va la coincer légalement. Légalement? Tu plaisantes. Cette garce a détruit ma famille. Envoyer ma fille de 5 ans dans les griffes de trafiquants. Et tu veux que je reste calme? Antoine se leva, les poings serrés. Didier l'attrapa par le bras. Réfléchis. Si tu la touches, tu perds tout. Nina a besoin de son père, pas d'un père en prison. Le nom de sa fille ramena Antoine à la raison. Il se rassit, tremblant de rage contenue. Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue l'enquête officiellement. J'ai des contacts à la PJ. Ils vont rouvrir le dossier. En attendant, tu dois te concentrer sur Nina. Elle a besoin de récupérer ses souvenirs en douceur. Les semaines suivantes furent un étrange mélange de bonheur et de tension. Nina venait 3 fois par semaine pour ses cours de chant. Chaque visite rapprochait un peu plus le père et la fille, sans qu'elle sache encore la vérité. Les progrès de Nina étaient spectaculaires. Sa voix se libérait, son répertoire s'étoffait, et surtout, ses souvenirs commençaient à ressurgir par fragments. Un soir, après une séance particulièrement émouvante, où elle avait chanté une berceuse japonaise, elle s'effondra en larmes. Je me souviens d'une femme qui me chantait ça. Elle avait de longs cheveux noirs et des mains très douces. Elle m'appelait. Oui, encouragea Antoine. Raja, le cœur battant. Maëlle. Elle m'appelait Maëlle. Antoine dut puiser dans toutes ses forces pour ne pas la prendre dans ses bras et tout lui révéler. Mais les conseils du psychologue étaient formels. Laisser les souvenirs revenir naturellement, ne pas forcer le processus. C'est un joli prénom, se contenta-t-il de dire. Nina le regarda avec ses grands yeux noirs, si semblables à ceux de Kaori. « Monsieur Barbier, vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Cette façon que vous avez de me regarder, comme si vous me connaissiez depuis toujours. » Antoine détourna les yeux. Il était temps de passer à l'étape suivante. « Nina, j'organise un grand concert de charité le mois prochain, sur la terrasse de mon hôtel le 5e ciel. J'aimerais que vous soyez la vedette de la soirée. Moi, en vedette. Vous êtes prête? Et c'est pour une bonne cause. Une association qui aide les familles d'enfants disparus. » Nina accepta. Touchée par l'engagement humanitaire, elle ne pouvait pas savoir qu'Antoine préparait cette soirée comme l'occasion de révéler au monde entier l'identité de sa fille retrouvée. Mais à Villeurbanne, Josiane Zamora suivait avec angoisse les préparatifs de ce concert. Elle avait engagé un détective privé pour surveiller Nina et avait découvert l'évidence. Sa nièce récupérait peu à peu la mémoire. « Il faut que j'agisse », murmura-t-elle dans sa cuisine, en fixant le couteau de cuisine qu'elle venait de saisir. Si elle se souvient de tout, Philippe, son mari, entra à ce moment-là. « Josiane, qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ?» Elle sursauta, l'arme blanche tombant avec fracas sur le carrelage. « Rien, je préparais le dîner. » Mais Philippe connaissait sa femme. Depuis des semaines, il la voyait dépérir, parler dans son sommeil, sursauter au moindre bruit. Cette nervosité excessive cachait quelque chose. « Josiane, qu'est-ce qui se passe? Qui? Tu n'es plus la même depuis que ton frère a trouvé cette chanteuse. Cette chanteuse va détruire notre famille. » Les mots avaient jailli malgré elle. Philippe fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Josiane réalisa qu'elle en avait trop dit. Elle ramassa le couteau d'une main tremblante. « Laisse tomber, Philippe. Tu ne comprendrais pas. » Mais l'avocat en lui s'éveillait. Cette agitation, ces mots étranges,
Ce comportement erratique, Josiane cachait un secret grave. Le soir du concert approchait. Antoine avait tout organisé, la presse, les invités, même un contact au consulat du Japon pour prévenir Kaori. Il était temps que Nina connaisse enfin la vérité sur son identité. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Josiane avait pris une décision terrible. Dans sa commode, enveloppée dans un foulard, reposait le revolver de leur père. Elle ne pouvait plus reculer. La vérité ne devait jamais éclater, quoi qu'il lui en coûte. Le compte à rebours avait commencé, dans quelques jours, sur la terrasse du 5e ciel. Le destin de la famille Barbier se jouerait définitivement. La terrasse du 5e ciel étincelait sous les guirlandes lumineuses. Lyon s'étendait à perte de vue, scintillant comme un écrin de diamants dans la nuit de mai. Antoine avait vu les choses en grand. 150 invités triés sur le volet, un orchestre de chambre, un buffet gastronomique, et surtout, au centre de tout, Nina qui se préparait pour le concert le plus important de sa vie. « Vous êtes magnifique », lui dit Antoine en la découvrant dans sa loge improvisée. Nina portait une robe de soie noire qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient relevés en chignon, révélant la délicate courbe de sa nuque. Seul son bracelet de jade apportait une note de couleur, brillant doucement sous les projecteurs. « Je suis terrifiée », avoua-t-elle en se regardant dans le miroir. « Et si je déçois tout le monde ? Impossible, vous allez les enchanter. » Antoine avait du mal à contenir son émotion. Dans quelques heures, il révélerait au monde que Nina était sa fille. Didier avait confirmé que l'enquête officielle sur Josiane commencerait dès le lendemain. Justice serait enfin rendue. Les invités affluaient, hommes d'affaires lyonnais, personnalités du monde culturel, journalistes de la presse locale, tous ignoraient qu'ils assistaient aux retrouvailles les plus émouvantes de la décennie. À 22h, le concert commença, Nina monta sur scène, fragile et déterminée à la fois. Sa première chanson, une mélodie française classique, conquit immédiatement le public. Sa voix pure et cristalline portait dans la nuit tiède, touchant les cœurs les plus endurcis. Antoine l'observait depuis les coulisses, les yeux brillants de fierté. 20 ans après sa disparition, Maëlle chantait à nouveau pour lui. Le miracle était enfin accompli, mesdames et messieurs, annonça Nina en s'approchant du micro, après ses 3 premiers titres. J'aimerais maintenant vous interpréter une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Moli Hua, une mélodie chinoise traditionnelle. Dans la foule, les applaudissements fusèrent, mais au fond de la terrasse, dissimulée derrière un pilier, Josiane Zamora serrait convulsivement son sac à main. Le revolver pesait lourd contre sa hanche, plus que quelques minutes, et elle agirait. Nina ferma les yeux et commença à chanter. Sa voix s'éleva, pure et mélancolique, portant cette mélodie que Kaori lui avait enseignée il y a si longtemps. Moliwa, Man Yuan Xiang Ki Mi Ru Ta. L'assemblée était sous le charme. Même les serveurs s'étaient arrêtés pour écouter cette interprétation magique. Mais pour Antoine, chaque note était un poignard dans le cœur. Sa petite fille chantait comme autrefois, avec la même grâce, les mêmes ornements que sa mère lui avait appris. Quand la dernière note s'éteignit, un silence religieux accueillit la fin de la chanson, avant qu'explosent les applaudissements. Nina sourit, émue par cet accueil chaleureux. « Merci infiniment. Je vais maintenant faire une petite pause, mais ne partez pas. La soirée ne fait que commencer. » Elle quitta la scène sous les ovations. Antoine l'attendait dans les coulisses avec un bouquet de fleurs de jasmin, les préférées de Kaori. « Vous avez été éblouissante, ma chérie. » Le mot lui avait échappé. Nina le regarda avec surprise. « Ma chérie. » Antoine rougit. « Excusez-moi l'émotion. Ça va, j'ai l'habitude. Tous les patrons finissent par être un peu paternels avec moi. Si elle savait. » Pensa Antoine. Dans 1 heure, après son second set, il monterait sur scène et révélerait la vérité. Le monde entier saurait que Nina Dubois était en réalité Maëlle Barbier, l'enfant disparu dont la France entière avait pleuré la perte. « Je vais prendre l'air sur la terrasse, » dit Nina. « Cette chaleur m'étourdit un peu. Soyez prudente. Il y a du monde ce soir. » Nina sortit par la porte de service qui menait à la partie la plus calme de la terrasse. L'air frais lui fit du bien après l'atmosphère confinée de la scène. Elle s'accouda à la rambarde et contempla Lyon qui s'étalait à ses pieds. C'est là que Josiane l'attendait. « Bonsoir, Nina !» La jeune femme sursauta.
Une dame élégamment vêtue d'un tailleur sombre s'approchait d'elle. Quelque chose dans son regard la mit immédiatement en alerte. « Bonsoir madame, vous m'avez fait peur. »« Peur, c'est ironique, c'est moi qui ai peur depuis des semaines. » Josiane sortit lentement le revolver de son sac. Nina recula d'instinct, le souffle coupé. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ce que je veux. » Josiane eut un rire amer. « Je veux que tu disparaisses, encore, définitivement cette fois. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu existes. C'est déjà trop. » Josiane leva son arme, la main tremblante. Dans la lumière des projecteurs, Nina put voir son visage ravagé par 20 années de culpabilité et de haine. « Vous êtes folle, au secours, à l'aide. Personne ne t'entendra. La musique couvre tout. » Effectivement, l'orchestre avait repris, masquant les cris de Nina. Josiane s'approcha, l'arme pointée vers le cœur de la jeune femme. « Tu veux savoir pourquoi je vais te tuer? Parce que tu es Maëlle Barbier, et que Maëlle Barbier aurait dû mourir il y a 20 ans. » Le nom frappa Nina comme une gifle. Maëlle, ce prénom qui revenait dans ses rêves, dans ses flashbacks. Quoi? Oh oui, ma petite chérie. Tu es la fille disparue d'Antoine. Celle que j'ai fait enlever quand tu avais 5 ans. Les souvenirs déferlèrent d'un coup dans l'esprit de Nina. Le piano blanc, la voix de Kaori, cette maison familière. Tout prenait un sens atroce. Non, c'est impossible. Si c'est possible. Et maintenant que tu récupères la mémoire, tu vas détruire ma vie. Alors je préfère détruire la tienne. Josiane arma le chien du revolver. Nina ferma les yeux, certaine que sa vie allait s'arrêter là. C'est à cet instant qu'Antoine apparut. « Josiane, arrête ça immédiatement. » Il avait été alerté par Didier qui surveillait discrètement la soirée. L'ancien commissaire avait repéré Josiane et flairé le danger. « Antoine ?» Josiane se retourna, les yeux fous. « Tu arrives trop tard, comme toujours. Baisse cette arme, c'est ta nièce, bon sang. Justement, cette petite métisse n'aurait jamais dû naître. Papa vous préférait, toi et ta précieuse famille japonaise. » Les larmes coulèrent sur ses joues, mélange de rage et de désespoir. « Je voulais juste faire peur, juste qu'elle disparaisse quelques jours pour que tu divorces. Mais ces salauds l'ont emmenée, et maintenant elle revient pour me détruire. » Nina écoutait, horrifiée. Cette femme était responsable de son enlèvement, de ses 20 années d'amnésie, de la destruction de sa famille. « Josiane, rends-moi cette arme », supplia Antoine en s'approchant lentement. « On va trouver une solution. » Il n'y a pas de solution. Quand elle récupérera complètement la mémoire, elle parlera. Je finirai en prison. Et alors, tu mérites la prison. Josiane pointa le revolver vers Nina. Si je dois tomber, elle tombera avec moi. Son doigt se crispa sur la détente. Antoine n'hésita pas une seconde. Il se jeta devant sa fille au moment exact où le coup de feu retentit. La balle le frappa en pleine poitrine. Il s'effondra aux pieds de Nina, le sang s'étalant sur sa chemise blanche. « Papa !» Le mot avait jailli spontanément des lèvres de Nina. D'un coup, tous ses souvenirs étaient revenus. Elle était Maëlle Barbier. Elle avait 5 ans quand on l'avait arrachée à sa famille, et l'homme qui agonisait devant elle était son père. « Maëlle, ma petite fille !» murmura Antoine en tendant une main tremblante vers elle. Nina s'agenouilla et prit cette main dans les siennes. « Papa, ne me quittez pas, pas maintenant qu'on s'est retrouvés. » Antoine sourit malgré la douleur qui le dévorait. « Je ne t'ai jamais quitté. J'ai attendu, 20 ans, que tu reviennes. » Josiane, figée par l'horreur de son geste, laissa tomber l'arme. Les sirènes de police hurlaient, déjà dans la nuit lyonnaise. « Papa, ne me laissez pas, restez avec moi. » Les mots sortirent du cœur de Nina avec une évidence déchirante. Elle serrait la main d'Antoine contre sa joue, ses larmes se mêlant au sang qui s'écoulait de la blessure. Autour d'eux, la terrasse du 5e ciel s'était transformée en chaos. Sirènes hurlantes, invités affolés, personnel de secours qui se frayait un passage. « Maëlle, ma petite Maëlle », murmura Antoine d'une voix de plus en plus faible. « Me pardonnes-tu de ne pas t'avoir protégée? Il n'y a rien à pardonner. Papa, vous m'avez sauvé la vie ce soir. » Les souvenirs affluaient maintenant avec une clarté aveuglante. La maison de Caluire, les matins où papa la portait sur ses épaules, les soirées où maman Kaori lui enseignait les chansons japonaises au piano blanc, et ce mardi terrible de mars 2005, quand des hommes l'avaient arrachée à sa vie d'enfant. « Ta maman, elle est au Japon, il faut l'appeler. » Antoine toussait, du sang perlant au coin de ses lèvres. Les secouristes arrivaient enfin, écartant doucement Nina pour examiner la blessure.
Monsieur, restez conscient, on va vous emmener à l'hôpital. Mais Antoine n'avait Dieu que pour sa fille. 20 ans d'attente, de recherche, d'espoir brisé et renaissant. Tout s'achevait dans cette reconnaissance mutuelle, sur cette terrasse étoilée de Lyon. Je t'aime, Maëlle. Je ne t'ai jamais oublié. Moi aussi, papa. Je vous aime aussi. Ce furent ses dernières paroles conscientes. Antoine ferma les yeux tandis que les ambulanciers le plaçaient sur un brancard. Nina voulut le suivre, mais un policier la retint gentiment. « Mademoiselle, nous devons prendre votre déposition. L'agresseur est en garde à vue. » Nina se tourna vers Josiane, menottée et encadrée par 2 agents, sa tante, car elle se souvenait maintenant de cette femme qui venait parfois à la maison, toujours froide avec maman Kaori, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Pourquoi ?» demanda Nina, la voix brisée. « Pourquoi avoir fait ça ?» Josiane leva vers elle des yeux rougis de larmes. « Parce que j'étais jalouse de ton père, de ta mère, de toi. Papa vous aimait plus que mes propres enfants. Vous avez détruit 3 vies par jalousie. Je voulais juste vous faire peur. Je n'ai jamais voulu, je ne savais pas qu'ils allaient. » Sa voix se brisa. 20 ans de culpabilité refoulée explosaient enfin au grand jour. Les policiers l'emmenèrent, tandis qu'elle sanglotait des excuses inaudibles. Les heures suivantes se déroulèrent dans un brouillard d'hôpital et de procédures. Antoine était en réanimation, entre la vie et la mort. Nina, accompagnée de Didier qui avait pris les choses en main, répondait aux questions des enquêteurs. « Vous confirmez être Maëlle Barbier, disparue en mars 2005. » « Oui, mes souvenirs sont revenus d'un coup ce soir. » Le capitaine Bourgeois, qui dirigeait l'enquête, hocha la tête avec compassion. « Cette affaire avait marqué toute la région. Votre père n'a jamais cessé de vous chercher. Je sais, et maintenant il risque de mourir à cause de moi. Il risque de mourir en héros, » corrigea Didier. « Antoine vous a sauvé la vie, Maëlle. Il a fait ce que n'importe quel père aurait fait. » Au petit matin, le chirurgien sortit enfin du bloc opératoire. Son visage grave ne présageait rien de bon. La balle a traversé le poumon et frôlé le cœur. Nous avons stoppé l'hémorragie, mais les prochaines 48 heures seront critiques. Nina s'effondra sur une chaise du couloir. Retrouver son père pour le perdre aussitôt. Le destin semblait s'acharner sur la famille Barbier. « Il faut prévenir votre mère », dit doucement Didier. « Maman, mon Dieu, maman ». Dans le chaos de la nuit, Nina avait presque oublié Kaori, sa mère qui l'avait cherchée pendant des années avant de s'exiler au Japon, rongée par la culpabilité. « Vous avez ses coordonnées. Antoine me les avait données. Il préparait vos retrouvailles, pour après le concert. » Didier composa le numéro international. Il était 14 heures au Japon. Après plusieurs sonneries, une voix féminine répondit en japonais « Kaori Okamoto, ici Didier Maldonado, de Lyon. Je vous appelle au sujet de votre fille. » Un silence, puis un sanglot étouffé. « Maëlle, vous avez des nouvelles de Maëlle. Elle est vivante, Madame Okamoto. Elle est là, près de moi. » Nina prit le combiné d'une main tremblante. « Maman ?» Le cri qui retentit à l'autre bout du fil déchira le cœur de tous ceux qui l'entendirent. 20 ans de souffrance, d'espoir brisé, de culpabilité se libéraient dans ce sanglot maternel. « Maëlle, ma petite fille, c'est vraiment toi. Oui, maman, je suis là. Je me souviens de tout maintenant. » Elles pleurèrent ensemble, séparées par des milliers de kilomètres mais réunies par un amour que rien n'avait pu détruire. Kaori expliqua sa vie au Japon, ses années de thérapie, sa recherche constante d'informations sur sa fille disparue. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mon bébé, pas un jour sans penser à toi. » Moi aussi, maman, dans mes rêves, j'entendais votre voix chanter Molihua. « Il faut que je vienne. Où es-tu? Comment vas-tu ?» Nina lui raconta tout, l'amnésie, l'orphelinat, sa vie errante, et maintenant Antoine entre la vie et la mort. « Je prends le premier avion, » déclara Kaori sans hésiter. « Dis à ton père que je arrive, dis-lui de tenir bon. » Le voyage de Tokyo à Lyon durait 13 heures. 13 heures pendant lesquelles Nina ne quitta pas le chevet de son père, lui tenant la main, lui chantant doucement les mélodies de son enfance. Antoine délirait parfois, appelant tantôt Maëlle enfant, tantôt Kaori. Nina lui répondait, le rassurait, lui promettait que maman arrivait. Didier s'occupait des médias. L'affaire faisait la une de tous les journaux. L'enfant perdu de Lyon retrouvé après 20 ans. Maëlle Barbier, retour miraculeux d'entre les morts.
La chanson qui a révélé l'identité d'une disparue. Le lendemain soir, Nina attendait dans le hall de l'aéroport Saint-Exupéry. Elle reconnut immédiatement sa mère malgré les cheveux argentés et les rides creusées par le chagrin. Kaori avait gardé cette grâce naturelle. Cette élégance discrète qui avait séduit Antoine 25 ans plus tôt. Maëlle, elles coururent l'une vers l'autre et s'étreigrent avec la force de 20 années de séparation. Kaori caressait les cheveux de sa fille, murmurant des mots tendres en japonais, vérifiant que ce miracle était bien réel. « Tu as grandi, tu es si belle, exactement comme je l'imaginais. Maman, il faut aller voir papa, il vous attend. » Dans la chambre d'hôpital, Antoine luttait toujours. Kaori s'approcha du lit, bouleversée de retrouver l'homme qu'elle avait aimé si fort. « Antoine, je suis là, nous sommes là toutes les deux. » Il ouvrit les yeux, chercha le visage de sa femme. « Kaori, tu es revenue. »« Oui, mon amour, notre fille est revenue. Alors je suis revenue aussi. » Antoine sourit faiblement. Sa famille était enfin réunie. Peu importait ce qui allait suivre. Il avait réussi sa mission de père. Protéger sa fille et la ramener vers sa mère. Cette nuit-là, Kaori et Maëlle veillèrent ensemble. L'homme qui les avait aimés par-dessus tout, dehors, Lyon dormait, ignorant qu'un miracle s'accomplissait dans la chambre 237 de l'hôpital Édouard Herriot. La famille Barbier renaissait de ses cendres, marquée par la tragédie mais plus forte que jamais. 3 mois plus tard, le soleil d'automne filtrait à travers les vitraux de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, projetant des arcs-en-ciel colorés sur l'assemblée recueillie. Nina, elle avait officiellement repris le prénom de Maëlle, mais gardait celui de Nina sur scène, se tenait debout devant l'autel. Vêtue d'une robe blanche simple et élégante, à ses côtés, Kaori rayonnait dans un kimono bleu nuit, brodé de fleurs de cerisier, cadeau de réconciliation avec ses racines japonaises. Cette cérémonie n'était pas un mariage, mais quelque chose de plus rare encore, des funérailles qui célébraient la vie plutôt que la mort. Antoine Barbier avait finalement succombé à ses blessures une semaine plus tôt, après 3 mois de lutte acharnée, mais il était parti en paix, ayant eu le temps de voir sa famille se reconstruire. Antoine Barbier n'était pas seulement un homme d'affaires respecté, déclara le père Dubois dans son homélie. C'était un père qui n'a jamais renoncé à l'amour. Aujourd'hui, nous célébrons cet amour qui a triomphé du temps et de la tragédie. Dans l'assistance, les visages familiers se mêlaient aux inconnus. Didier Maldonado, fidèle ami et enquêteur, pleurait sans retenue. Les employés des hôtels Barbier étaient venus rendre hommage à leur patron. Mais surtout, au premier rang, se trouvait une quinzaine d'enfants et d'adolescents accompagnés d'adultes bienveillants. Les premiers protégés de la fondation Antoine et Maëlle. Nina avait créé cette association 1 mois après la mort de son père, transformant l'héritage considérable qu'elle avait reçu en espoir pour d'autres familles brisées. Le siège social occupait l'ancien bureau d'Antoine dans l'hôtel Majestic, et Kaori dirigeait les ateliers de musicothérapie destinés aux enfants traumatisés. « Papa m'a appris qu'on ne guérit jamais vraiment d'une séparation », avait expliqué Nina lors de la conférence de presse annonçant la création de la fondation. Mais on peut transformer cette souffrance en force pour aider les autres. Après la cérémonie, le cortège se dirigea vers le cimetière de Loyasse. La tombe d'Antoine, simple dalle de granit noir, portait une inscription choisie par Nina. Un père qui n'a jamais cessé d'aimer, des fleurs de jasmin, les préférées de Kaori, ornaient à la sépulture. « Au revoir, papa », murmura Nina en déposant une partition manuscrite sur la pierre tombale. « J'ai écrit une nouvelle chanson pour vous. Je la chanterai ce soir. » Le soir même, la cathédrale accueillait un concert exceptionnel. Les Voix de l'Espoir, première manifestation officielle de la Fondation. Nina avait voulu que ce soit un événement joyeux, une célébration de tous les enfants retrouvés grâce au travail de l'association. Sur scène, elle n'était plus seule. À ses côtés se tenaient 12 enfants âgés de 6 à 16 ans, tous anciens disparus maintenant réunis avec leurs familles. Kaori les accompagnait au piano, ses mains retrouvant naturellement les mélodies qu'elle avait jadis enseignées à sa fille. « Bonsoir à tous », dit Nina en s'approchant du microphone. « Il y a 3 mois, je chantais sur une terrasse en ignorant qui j'étais vraiment. Ce soir, je chante entourée de ma famille retrouvée et de tous ces enfants qui, comme moi, ont eu la chance de revenir à la maison. » Elle commença par Moli Hua, la mélodie qui avait tout déclenché, sa voix, plus mature et plus riche qu'autrefois,
portait toute l'émotion de ces retrouvailles miraculeuses. Dans l'assistance, il n'y avait pas un œil sec. Puis ce fut au tour des enfants de chanter. Leurs voix fraîches et pures s'élevèrent dans la nef gothique, interprétant des chansons du monde entier, berceuses africaines, comptines européennes, mélodies asiatiques. Kaori avait eu l'idée de ce répertoire multiculturel pour symboliser l'universalité de l'amour parental. Le moment le plus émouvant arriva quand Nina présenta sa nouvelle composition, Le chemin du retour. Elle l'avait écrite en pensant à son père, mais aussi à tous les parents qui attendent encore. Dans le silence de la nuit, une voix appelle au loin. C'est l'amour qui nous conduit sur le chemin du retour. Peu importe le temps passé, les blessures et les détours. Le cœur s'est toujours aimé. Le cœur trouve le chemin du retour. Quand la dernière note s'éteignit, l'ovation fut telle que les murs de la cathédrale semblèrent vibrer. Mais Nina ne voyait que deux visages dans la foule. Celui de Kaori, sa mère enfin apaisée, et celui d'un homme au 3e rang qui l'applaudissait avec une intensité particulière. Thomas Mercier, 32 ans, était arrivé dans sa vie 2 semaines plus tôt. Journaliste spécialisé dans les faits de société, il était venu interviewer Nina pour un documentaire sur les enfants disparus. Leur rencontre avait été un coup de foudre discret mais profond. Thomas avait cette rare qualité d'écouter vraiment, de comprendre sans juger. « Tu as été magnifique », lui dit-il après le concert, tandis qu'il marchait le long des quais du Rhône. « J'ai eu l'impression que papa était là, qu'il m'écoutait. » Thomas prit sa main dans la sienne. Il était là, dans chaque note, dans chaque sourire de ces enfants que tu aides. Ils s'arrêtèrent sur le pont Bonaparte, contemplant Lyon illuminé qui se reflétait dans les eaux sombres du fleuve. Au loin, la basilique de Fourvière veillait sur la ville comme une mère bienveillante. Nina, Maëlle, Thomas cherchait ses mots. Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais j'aimerais faire partie de ta nouvelle vie. De votre nouvelle vie, à ta mère et toi. Nina sourit. Pour la première fois depuis des mois, elle pensait à l'avenir plutôt qu'au passé. Maman t'adore déjà. Elle dit que tu lui rappelles papa à 25 ans. Et toi? Moi, je crois que papa nous a envoyé un ange gardien. 1 an plus tard, le tribunal de Lyon rendait son verdict dans l'affaire Josiane Zamora. 30 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration et tentative d'homicide, l'ancienne coordinatrice pédagogique, vieillie et brisée, avait finalement avoué tous ses crimes. Dans une lettre lue par son avocat, elle demandait pardon à sa famille et léguait tous ses biens à la Fondation Antoine et Maëlle. « Je ne peux pas réparer le mal que j'ai fait », écrivait-elle. « Mais je peux au moins aider d'autres enfants à retrouver leurs parents. » Cette même année, la Fondation avait permis la résolution de 43 cas d'enlèvement et de disparition, les méthodes révolutionnaires développées par l'équipe, mélange d'investigations traditionnelles, de nouvelles technologies et de thérapie par l'art, faisaient école dans toute l'Europe. Nina et Thomas s'étaient mariés au printemps, dans l'intimité du jardin de Caluire. Kaori avait chanté une mélodie traditionnelle japonaise pour bénir l'union de sa fille. Et quand Nina avait annoncé sa grossesse en été, la joie de la future grand-mère avait illuminé toute la maison. « Comment l'appellerez-vous » avait demandé Didier lors du repas de famille qui célébrait la nouvelle. « Si c'est une fille » avait répondu Nina en posant la main sur son ventre encore plat. « Nous l'appellerons Maëlle, pour que le prénom continue à porter l'espoir. » Ce soir-là, Nina était retournée sur la tombe de son père. Elle lui avait chanté Molly Hua une dernière fois, puis avait déposé une photo de l'échographie sur la pierre tombale. « Papa, vous allez être grand-père, votre histoire continue. » Le vent d'automne faisait danser les feuilles dorées autour de la sépulture. Dans cette danse silencieuse, Nina crut percevoir la bénédiction paternelle qu'elle attendait. L'amour véritable ne meurt jamais. Il se transforme, se transmet, renaît dans chaque génération. La chanson perdue était devenue chanson d'espérance et résonnera pour toujours dans le cœur de ceux qui savent encore croire au miracle.